Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à La Bovary dans la collection des Beaux-Arts de Liège pour vivre ensemble l'expérience d'apprendre à voir. Alors vous devez vous dire que je suis un peu sotte, apprendre à voir, tout le monde sait voir, tout le monde sait regarder, mais aujourd'hui on va apprendre à voir de manière objective et de manière aussi à créer des associations d'idées pour comprendre les images. Cette méthode, vous allez pouvoir l'appliquer dans votre vie de tous les jours devant toutes les images que vous recevez au quotidien, par exemple dans la rue, devant les publicités ou encore toutes ces images qui vous parviennent par le biais de votre téléphone portable. On va mettre en place une méthode, une structure d'observation de ces images de manière objective. On commencera par 1, observer l'iconographie. Voilà un mot un peu compliqué. L'iconographie, ce sont tous les motifs représentés sur la peinture. Les sujets, les personnages, mais aussi les décors, ce qu'il y a autour de la scène principale. Ensuite, on regardera la composition. Savez-vous ce qu'est la composition? La composition, c'est la manière de structurer les éléments de l'iconographie, les motifs, dans l'espace de la peinture. Comment sont-ils organisés les uns par rapport aux autres? Et enfin, on regardera la manière dont l'artiste a appliqué la couleur sur la toile. Alors, ne répondez pas avec un pinceau. Bien sûr qu'il applique la peinture ici, dans ce cas, avec un pinceau, mais on regardera de quelle manière il a réalisé son geste pour mettre en œuvre cette peinture sur le support de la toile. Donc, on observe d'abord l'iconographie, ensuite la composition, et enfin la technique, la manière de mettre en œuvre la peinture. C'est parti, on y va? Alors, on va commencer notre découverte des images et de notre méthode apprendre à voir devant cette œuvre qui a été peinte au XVIIe siècle par l'artiste liégeois Gérard de Lérès. Je vais d'abord vous demander, en observant l'ensemble de cette œuvre, qui, selon vous, pourrait être le personnage principal de l'image. On commence par l'iconographie. On essaye d'abord de se demander qui est le personnage principal de l'image et surtout, pourquoi, selon vous, c'est le personnage principal? Vous avez des hypothèses, des idées? Alors, certains d'entre vous ont peut-être imaginé que le personnage principal de l'image pouvait être ce personnage-ci. Pourquoi est-ce que ce personnage pourrait être le personnage principal de l'image? Ce personnage, il est déjà beaucoup plus éclairé que tous les autres personnages qui l'entourent. D'autre part, la couleur utilisée pour représenter sa carnation, la couleur de sa peau, est aussi une couleur beaucoup plus claire que les autres personnages autour d'elle. Ça va créer un contraste de lumière, attirer votre regard vers elle. Ensuite, d'un point de vue composition, le personnage, il est au centre d'un groupe de 3 autres personnages féminins qui viennent l'entourer. Ça focalise l'attention vers elle. D'autres ont peut-être pensé que le personnage principal de l'image était peut-être ce personnage-ci. Pourquoi ce personnage-ci pourrait-il être le personnage principal de l'image? Bien déjà, il est vertical. C'est le seul à être bien beau, bien droit dans l'image. En plus, les couleurs qu'on a utilisées pour peindre ces vêtements, rouge et bleu, sont des couleurs intenses, des couleurs qui claquent, qui attirent votre regard. Mais aussi, il est lui aussi très éclairé. Y a-t-il vraiment du coup un personnage principal dans cette image? En fait, il y en a 2. D'une part, ce premier-ci, que nous avons identifié en premier, et en regard, le personnage masculin qui est ici.
Ils sont placés, si on parle en termes de composition, au milieu des deux moitiés de l'image, avec un axe de symétrie qui vient séparer notre image en deux parties égales. On continue notre analyse de l'iconographie, des motifs, et on va revenir sur ce personnage masculin qu'on a identifié comme un des personnages principaux de notre peinture. Je vais d'abord vous demander d'observer et de décrire les vêtements qu'il porte. Il porte une tunique, une espèce de petite robe de couleur bleue. Par-dessus cette tunique, jetée sur ses épaules, il porte une toge, une espèce de cape qui est retenue par une broche, ici sur le côté. Et il porte des chaussures qui sont des sandales que l'on appelle des spartiates, des chaussures qui sont tenues à la cheville par un système de lacets. À quelle période de l'histoire associez-vous ce type de vêtements? Ce type de vêtements, la toge, la tunique, les sandales à lacets, les spartiates, sont des vêtements que l'on associe à la période historique de l'Antiquité. Ainsi, ça nous donne déjà un indice sur la période à laquelle appartient ce personnage. On va maintenant regarder les objets que tient dans sa main le personnage. C'est une lyre, une espèce de petite harpe en miniature. Vous avez peut-être déjà vu cet instrument de musique, par exemple dans les bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Cette lyre, c'est la présence de cet objet, c'est un attribut. C'est un peu comme la carte d'identité de ce personnage. Ça me permet de l'identifier comme étant Orphée, un personnage issu d'une histoire de la mythologie grecque et romaine. On va maintenant regarder la position dans laquelle se trouve ce personnage. Et je vais même vous demander de vous lever et d'essayer de vous mettre exactement dans la même position que lui. On va commencer par observer la position de ses pieds. Il va falloir mettre votre pied gauche bien en avant, un petit peu plié, et votre pied droit à l'arrière dans le même axe que votre pied gauche. Il va ensuite falloir tourner votre bassin vers la droite et vos épaules vers la gauche. Placez votre main gauche comme si vous teniez une lyre et votre main droite tendue vers la droite et même un petit peu en arrière. Vous vous penchez vous-même le buste un peu en arrière et vous tournez votre tête vers la gauche. On le voit tout de suite et j'imagine que vous le vivez aussi. C'est une position qui n'est pas très confortable et qui nous met en instabilité. On va maintenant observer le visage de Orphée, notre personnage. Regardez la manière dont sont représentés ses sourcils, son regard, la représentation de sa bouche. À quelle émotion pouvez-vous associer les traits de son visage? Avec ses sourcils relevés vers le haut, son regard et l'ouverture de sa bouche, Orphée adopte une attitude presque désespérée. Il est un peu au bout de sa vie, notre Orphée. Il lui arrive sans doute quelque chose de dramatique. Et son expression de visage, son expression faciale est très accentuée. Notre Orphée, il n'est pas tout seul. Il est accompagné d'un autre personnage derrière lui. Pouvez-vous identifier
Qui est ce personnage grâce à ses attributs, grâce aux objets qui constituent sa carte d'identité? Regardez-le bien. Lorsqu'on regarde attentivement, on voit que cet ange a évidemment ses deux ailes, mais surtout, il a dans le dos un carquois avec des flèches qui en dépassent. Un ange avec des flèches, qui cela pourrait bien être? Vous avez trouvé? Cupidon. Et Cupidon, on l'associe à quoi? À l'amour, évidemment. Ça nous donne un indice, la présence de Cupidon, sur le fait que l'histoire d'Orphée ici est très certainement liée à une histoire d'amour. Que fait Cupidon avec Orphée? Regardez bien la position de la main de Cupidon. On a l'impression qu'il le prend par l'épaule. Quelle est la position de l'autre main de Cupidon? Elle est tendue vers la droite, tenant un flambeau vers la sortie du tableau. Un peu comme si Cupidon disait à Orphée « Allez, viens, on y va !» De plus, ce mouvement vers la sortie du tableau, c'est la même direction que le mouvement des pieds d'Orphée. Imaginons que vous avez un gros marqueur et que vous pouvez venir dessiner autour de ce groupe de Cupidon et Orphée une forme géométrique qui viendrait vraiment épouser les formes de leur corps. Quelle forme pourriez-vous tracer autour de ce groupe? Vous avez trouvé? Je vais vous montrer, on le fait ensemble. Autour de ce groupe, je peux partir des pieds d'Orphée. Je remonte le long de son corps jusqu'aux pieds de Cupidon. Je relie les pieds de Cupidon à la pointe de sa main et je redescends le long du corps pour relier jusqu'aux pieds. Ce groupe, il est inscrit dans une forme de triangle sur pointe. En géométrie, un triangle sur pointe, c'est une forme très instable. C'est une forme qui va donner un sentiment d'instabilité, un peu comme la position d'Orphée que nous avons essayé d'adopter tout à l'heure. On sent qu'Orphée, il ne sait pas trop s'il doit aller à droite ou à gauche. Nous avions identifié aussi un autre groupe qui faisait partie des personnages principaux de cette image. Le groupe avec le personnage féminin central ici. Pouvez-vous, de nouveau, décrire la position de ce personnage? Ce personnage féminin, il est à moitié allongé et on voit qu'on a donné à son corps un côté un peu mou, un peu élastique, comme si elle n'avait aucune résistance. Pouvez-vous également décrire la couleur que l'artiste a utilisée pour transposer la carnation, la couleur de la peau du personnage? On en a parlé tout à l'heure, c'est une couleur très claire qui tire même un peu vers le bleu et vers le vert. Et si je regarde de très près le visage et les lèvres du personnage, je vois qu'elle a les lèvres un peu bleutées. Un corps un peu tout mou, une couleur de peau très claire et des lèvres qui tirent vers le bleuté, ces éléments nous indiquent quand même beaucoup de choses sur ce personnage. Ça nous donne l'impression que ce personnage, eh bien, il est mort. Cependant, si votre corps devient bleuté, c'est que vous êtes déjà mort depuis un petit bout de temps. Si vous êtes déjà mort depuis un petit bout de temps, biologiquement, votre corps, il commence à se décomposer. On va s'approcher de ce personnage féminin et on va constater que finalement, ce personnage féminin, elle reste belle, idéale, même dans la mort. Elle a un corps un peu parfait, ce personnage féminin, qui correspond au canon esthétique, aux critères de beauté de l'époque. D'ailleurs, je vais vous demander de décrire le vêtement de ce personnage féminin.
il porte un vêtement qui est drapé. À nouveau, ça renvoie à quelle période historique? À l'Antiquité. Mais surtout, elle est topless, elle est dénudée dans la partie supérieure de son corps. Au XVIIe siècle, les femmes qui avaient la chance de pouvoir se faire portraiturer, de la noblesse et de la bourgeoisie, ne se seraient jamais fait représenter topless, la poitrine dévoilée. C'était évidemment bien trop inconvenant. Seuls les personnages issus de la mythologie, les héros féminins de la mythologie, étaient représentés dans une certaine nudité. Ça permettait de montrer leur proportion idéale, l'idéalisation du corps. Ce personnage féminin, que l'on met en lien avec Orphée, on peut l'identifier comme Eurydice, la femme d'Orphée. Mais on reviendra sur cette histoire tout à l'heure. Autour d'Eurydice, il y a 3 autres personnages féminins. Mais regardez bien, est-ce vraiment bien des humains? Dans le dos de ces personnages, on identifie des petites ailes d'insectes. C'est d'ailleurs pas n'importe quel insecte, ce sont des ailes de papillon de nuit. Et dans l'imaginaire collectif, le papillon de nuit, il correspond à la nuit de votre vie, c'est-à-dire à votre mort, raison pour laquelle ces personnages aux ailes de papillon de nuit sont représentés autour d'un personnage mort. Ces personnages féminins, ils ont eux aussi un attribut, un objet, carte d'identité. C'est cet objet-ci et cet objet-là. Ces objets, ce sont des pelotes de laine. Ces pelotes de laine nous indiquent que ces 3 personnages, ce sont les parques ou les moires, qu'on soit grecs ou romains, c'est-à-dire les divinités du destin, celles qui, au moment de votre naissance, vont commencer à dérouler le fil de votre vie et qui, à la fin de votre vie, vont couper le fil. Ça renforce à nouveau la présence de ces divinités, le caractère mort du personnage d'Eurydice. On imagine à nouveau que vous avez ce fameux gros marqueur qui permet d'englober ce groupe des 4 personnages dans une forme géométrique en collant bien les éléments corporels de ces personnages. À votre avis, quelle forme géométrique pourrait englober ce groupe? On la trace ensemble, cette forme? On pourrait tracer à nouveau un triangle qui partirait de la base des pieds jusqu'à l'autre pied ici de la parque ou de la moire, qui remonte jusqu'au sommet de la tête et qui redescend. J'obtiendrai ainsi un triangle sur sa base et équilatéral. Ah là là, rappelez-vous, équilatéral, c'est un triangle qui a 3 côtés identiques. Triangle sur base équilatérale, c'est une forme extrêmement stable, tout à fait en opposition avec le triangle sur pointe dans lequel étaient inscrits Orphée et Cupidon. On sent donc qu'il va y avoir de l'opposition entre ces 2 groupes. On finit notre observation de l'iconographie, des motifs, en observant le décor. Pouvez-vous identifier dans quel lieu se trouvent Orphée et Eurydice? Derrière l'Eurydice, on peut voir des bâtiments avec des colonnades, avec des frontons triangulaires ou des colonnades arrondies qui renvoient à des bâtiments d'une période historique. Quelle période historique? Un peu comme les vêtements des personnages qui renvoient à l'Antiquité. La couleur principale utilisée pour ce fond, c'est des couleurs orangées qui font penser à quelque chose de chaud, de pas très confortable. Et enfin, juste au niveau de ma ligne de symétrie, de mon axe de symétrie, je peux voir une espèce de frontière un peu ondulée entre un espace sombre devant lequel se trouve Orphée
et cet espace rougeoyant devant lequel se trouve Eurydice. Vous avez trouvé quel pourrait être cet endroit orangé qui fait penser à la chaleur, au feu dans lequel se trouve Eurydice? Ce sont les enfers. Maintenant qu'on a identifié tous nos éléments iconographiques, on peut les assembler et leur donner du sens. On l'a dit, Orphée, c'est le mari d'Eurydice, l'amoureux d'Eurydice. Le jour de leur mariage, Eurydice va se faire piquer par un serpent et va mourir. Dans la mythologie gréco-romaine, lorsque l'on meurt, tout le monde descend dans le monde des enfers. Et ce monde des enfers, il est gardé par un chien à 3 têtes, Cerbère, mais aussi il est dirigé par un dieu, le dieu Hadès. Étant très triste de la mort de sa femme, Orphée, n'écoutant que son courage, arrive devant les enfers et veut pénétrer à l'intérieur. Pour y arriver, il prend sa lyre, qui a le pouvoir de charmer, de convaincre tous ceux à qui Orphée en joue de la musique. Il joue un petit morceau à Cerbère, le chien gardien des enfers, et entre dans ce monde d'en bas. Il va trouver le dieu, Hadès, et lui demande s'il peut repartir des enfers avec sa femme. Et que dit Hadès à votre avis? Hadès autorise Orphée à quitter les enfers, mais il met une seule condition. Vous avez une idée de cette condition? Vous vous rappelez, on a vu que Orphée avait les jambes qui allaient dans un sens et que Cupidon l'orientait vers cette direction, alors que l'autre partie de son corps était tournée vers Eurydice. Ça nous donne vraiment un indice sur la condition qu'a mis Hadès pour pouvoir quitter les enfers. Il dit à Orphée, tu peux sortir des enfers avec Eurydice, mais surtout, vous ne vous retournez pas l'un vers l'autre tant que vous n'êtes pas sortis des enfers. Il commence à marcher sur le chemin de la sortie avec Eurydice derrière lui, et à un moment donné, il n'entend plus rien. Que fait Hadès? Il se retourne et il comprend à ce moment précis qu'il perd son amour à jamais. Quel est le moment précis de cette histoire que Gérard de Lérès a représenté? Le moment précis où, jambe d'un côté et buste de l'autre, il fait le mouvement de se retourner. Le mouvement le plus dramatique de l'histoire, le climax de celui-ci, le moment le plus triste. Et pour représenter cette scène extrêmement dramatique, il ne va pas la peindre sur un tout petit format, sur une toute petite peinture, mais sur un grand format, pour que ce soit édifiant et que ça marque les esprits. On vient beaucoup de parler de l'iconographie qu'on a observée de manière objective pour comprendre le sens de l'histoire. On va maintenant regarder la composition. On a déjà parlé brièvement de certains éléments de composition. Le fait que l'œuvre était composée autour d'un axe de symétrie, créant 2 zones, et que les personnages étaient placés à l'avant-plan, au milieu de ces 2 zones. On a également évoqué le fait que ces groupes de personnages principaux étaient inscrits dans ces formes. Des formes de triangle équilatéral, très stable d'un côté, et une forme de triangle sur pointe de l'autre côté, quelque chose d'instable, qui renvoie justement à la position d'Orphée. Je me retourne pas, il ne sait pas trop quoi faire. On va maintenant regarder la lumière. Quelle est la source de lumière qui vient éclairer le personnage d'Eurydice? Vous pouvez l'identifier dans l'image? Si on regarde correctement ce groupe, on a l'impression qu'il y a une lumière hors du cadre de l'image qui viendrait éclairer le personnage, comme un spot qui viendrait la mettre en évidence. Logiquement, le personnage d'Eurydice, il est placé devant la source lumineuse. Si on croit à la logique de cette mise en lumière, elle devrait être dans la pénombre en fait, à contre-jour. L'artiste utilise cette source de lumière artificielle, imaginaire, pour accentuer l'effet d'attractivité, de mise en évidence du personnage. Et ce même principe se répète chez Orphée.
On a évoqué longuement l'iconographie, on vient d'évoquer les aspects de composition, on va maintenant regarder les aspects technologiques, de quelle manière l'artiste a appliqué la peinture sur la toile. On va observer cette zone-ci, la zone de la cape, de la toge d'Orphée. Quand vous vous approchez, est-ce que vous pouvez y voir les traces du pinceau, les coups de pinceau que l'artiste a réalisés lorsqu'il a déposé la peinture sur la toile? On ne voit pas de traces. On a l'impression que tout est extrêmement lisse. Et pourtant, on a l'impression visuelle d'avoir des effets de volume grâce aux tonalités de couleurs que l'artiste a utilisées. Des rouges plus clairs sur les effets bombés du tissu et des rouges plus foncés dans les creux du tissu qui vont donner la volumétrie pour arriver à rendre les matières, les textures ou même les éléments du visage avec autant de mimétisme, avec autant d'illusion. Les artistes vont utiliser jusqu'au milieu du 19e siècle la technique de la peinture à l'huile des glacis. Ils fabriquent eux-mêmes leur peinture avec des pigments naturels et de l'huile de lin qu'ils mélangent pour obtenir des couches de couleurs très peu pigmentées. Et ils vont superposer, un peu comme les glaçages d'un cupcake, ils vont superposer différentes couches de couleurs les unes au-dessus des autres, de manière à pouvoir venir créer ces nuances qui vont permettre de donner l'illusion des matières, de la carnation, avec plein de petits détails qui vont essayer de rendre de manière objective la réalité visuelle. Entre les différentes couches, il faut évidemment que celle-ci soit sèche. On ne va pas appliquer une couche sur une couleur encore humide. Imaginez le temps de travail pour réaliser une peinture de ce format. Ça nous indique aussi que les peintres de l'époque réalisaient parfois plusieurs peintures en même temps. Ils revenaient sur celle-ci puis repassaient sur une autre. Tous ces éléments iconographiques, un sujet de la mythologie gréco-romaine, les éléments compositionnels, axés sur les axes de symétrie de l'œuvre et des personnages ancrés dans des formes géométriques telles que les triangles, mais aussi les personnages principaux à l'avant-plan et une lumière artificielle, imaginaire qui met en avant les corps, plus la technique technologique de la peinture à l'huile des glacis, ce sont des éléments qui renvoient à la manière de peindre que l'on va qualifier par la suite au XIXe siècle d'académique, une peinture classique qui est basée sur l'ensemble de ces éléments. On va voir maintenant qu'à partir du milieu du XIXe siècle, tout ceci va exploser et être remis en question par les peintres. On va reprendre notre même processus d'observation des images devant cette œuvre de Paul Signac, Le Château de Comblat, qui a été peint en 1887. On va commencer par les éléments qui tiennent de l'iconographie. Rappelez-vous, l'iconographie, c'était les motifs qui constituent l'image. Quel est, selon vous, le motif principal, le sujet principal de cette image? Et pourquoi? Certains d'entre vous ont peut-être dit d'emblée qu'il s'agissait d'un paysage. Alors en effet, un paysage, c'est une représentation de la nature, une représentation d'une vue extérieure. Mais dans ce paysage, il y a peut-être un élément qui est plus mis en évidence que d'autres. Vous avez des idées? Certains ont peut-être imaginé que l'élément principal de l'image, c'était le château, la grosse bâtisse qui est située ici. Pourquoi on a l'impression que ce bâtiment pourrait être l'élément principal de l'image? Parce qu'en termes de composition déjà, il est situé sur l'axe de symétrie de l'image. D'autres ont peut-être plutôt pensé que l'élément principal de l'image, c'était peut-être cette route, ce sentier que l'on voit traverser l'image en oblique et devenir de plus en plus étroit plus on va vers la ligne d'horizon. C'est une perspective linéaire. Tous les éléments d'ailleurs, toutes les lignes
de cette image convergent, se rassemblent dans un point là-bas, situé au bout du bout sur le côté. Ce sont des éléments qui prennent beaucoup de place dans l'image. On va maintenant regarder la lumière. Et je vais vous demander si vous pouvez identifier à quelle saison Paul Signac a représenté ce château de Comblain. Lorsqu'on regarde cette peinture, on identifie que Paul Signac a utilisé des couleurs plutôt pâles comme des beiges, des jaunes, des bleus clairs, qui donnent une impression de lumière très présente et très intense. Peut-être avez déjà vous fait l'expérience en vacances d'être devant des murs blancs avec un soleil au zénith et d'avoir l'impression que ces murs blancs vous éblouissent tant ils réfléchissent la lumière. C'est cet effet qu'a voulu rendre Paul Signac. Allons plus loin et demandons-nous à quel moment de la journée Paul Signac a-t-il représenté ce château de Comblain. Lorsqu'on regarde la peinture, on peut voir une grande ombre ici d'un élément qui est hors du champ de l'image. On ne distingue sa présence que par cette ombre. Et on voit les ombres au sol de l'arbre. Ça donne l'impression que la lumière, le soleil, la source lumineuse est située tout au-dessus de l'image. À quel moment de la journée le soleil est-il situé tout au-dessus, le plus haut dans le ciel au zénith, aux alentours de midi évidemment. Ainsi, les tonalités de couleurs qu'il a utilisées, ainsi que les ombres suggérées, font penser que cette peinture a été peinte en été ou au printemps sur le coup de midi. On va maintenant observer la technologie. Pour observer la manière avec laquelle l'artiste a appliqué la peinture sur la toile, on va s'approcher de cette zone. On imagine que j'ai des ciseaux et qu'on isole cette zone-là. En s'approchant proche de la zone, on constate qu'il a utilisé une juxtaposition de petits points de couleurs différentes. On va même identifier les couleurs présentes dans cette zone. Pouvez-vous les repérer? Alors il y a bien sûr du bleu, mais si on regarde attentivement, il n'y a pas qu'une seule tonalité de bleu. Il y a un bleu foncé, un bleu moyen et un bleu clair. 3 bleus différents. N'oubliez pas de compter le nombre de couleurs, ça va nous être utile. Après le bleu, quelle autre couleur a-t-il placé? De l'orange, mais de nouveau, 2 tonalités différentes. Orange foncé, orange clair et même un orange encore plus foncé qui tire vers l'ocre. Une autre couleur? Le rose, par exemple. Un rose Barbie assez clair, mais aussi un rose un peu plus foncé qui tire vers le fuchsia. Il va donc utiliser plus ou moins une dizaine de couleurs pour peindre cette zone. On va maintenant prendre du recul et regarder cette zone de très loin. Lorsqu'on regarde cette zone en prenant de la distance, visuellement, on ne distingue plus cette multitude de petits points que l'artiste a juxtaposés les uns par rapport aux autres. On a l'impression qu'il s'agit d'une zone avec un dégradé de bleu foncé vers un bleu plus clair. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Orphée, l'artiste ne fabrique plus ses couleurs lui-même et ne les mélange plus sur sa palette pour les appliquer sur la toile en tirant la peinture. Ici, au contraire, il va juxtaposer plein de points de couleurs et c'est votre cerveau qui va faire le travail de mélange de la couleur. C'est donc vous qui finalement faites le travail à sa place. C'est un effet optique que les peintres impressionnistes vont utiliser. D'ailleurs, pour ce faire, ils doivent connaître la composition de la lumière blanche. Vous avez peut-être déjà tous pu voir un cercle chromatique. La lumière blanche, tout autour de nous, c'est la lumière du soleil. Et cette lumière blanche,
elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le phénomène de fragmentation de la lumière, par exemple avec un prisme, ou plus naturellement, lorsqu'il y a un arc-en-ciel, c'est la lumière qui se fragmente dans l'humidité de l'air, dans l'eau. Dans cette composition de la lumière, je retrouve les couleurs primaires, jaune, bleu et rouge, et les couleurs obtenues par le mélange de ces couleurs primaires, les couleurs secondaires, vert, orange et violet. C'est la compréhension de cette fragmentation de la lumière qui varie en fonction des différents moments de la journée, qui permet aux peintres impressionnistes puis post-impressionnistes comme Signac de rendre cette atmosphère, ce moment fugitif très court de lumière à un moment donné de la journée. D'ailleurs, il n'a pas utilisé n'importe quelle couleur dans cette zone qu'on vient d'observer. Les deux premières couleurs qu'on a citées, qui étaient le plus présentes, c'était le bleu et l'orange. Regardez à quel emplacement ces deux couleurs sont situées sur mon cercle. Elles sont situées une en face de l'autre. L'orange, mélange du rouge et du jaune, couleur secondaire, et la complémentaire du bleu, une couleur primaire. Exercice. Quelle est selon vous la couleur complémentaire du rouge? C'est la couleur que l'on trouve juste en face du rouge sur le cercle, le vert, qui est le mélange des couleurs primaires, jaune et bleu. Il va donc jouer sur ces contrastes de couleurs, les couleurs complémentaires, mais aussi sur les couleurs qui sont harmoniques, placées les unes à côté des autres dans le cercle, comme le jaune et l'orangé, ce qu'il a notamment utilisé pour le rendu du sol. Ainsi, on voit que les peintres impressionnistes, ce sont des peintres qui sont finalement scientifiques, qui utilisent ces nouvelles connaissances optiques et qui les appliquent dans les peintures pour essayer de transposer un moment lumineux. C'est une nouveauté de la deuxième moitié du XIXe siècle. On ne peint plus de la même manière par cette technique des glacis, on utilise la juxtaposition des couleurs et en plus, on va peindre à l'extérieur des éléments de paysage directement sur le motif, directement dans la nature. Pourquoi, à partir du milieu du XIXe siècle, les peintres ne se contentent plus de peindre en atelier des scènes mythologiques, qu'on appelait la grande peinture d'histoire, le must du must des sujets qu'on pouvait peindre. D'un coup d'un seul, ils vont plutôt se concentrer sur cette expérimentation de la couleur. À l'époque, se développe une nouvelle technologie, la photographie, qui permet de capturer une image fixe de manière très rapide et de manière très illusionniste et très mimétique. À partir du moment où la photographie fait ce travail qui était dévolu aux peintres jusqu'à présent, ces peintres, ils vont devoir se réinventer et trouver de nouvelles manières d'exploiter la peinture. Et notamment ici, ces artistes impressionnistes vont faire du sujet principal de leur œuvre la lumière. Nous venons de voir une œuvre de Paul Signac, un artiste du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle, un artiste
impressionniste, un artiste de la modernité qui va rompre progressivement avec les codes académiques de l'art. On est parti d'une peinture de Gérard de l'Hereste où les éléments iconographiques renvoyaient à la mythologie gréco-romaine, ce qu'on appelait les grands sujets de peinture, avec une composition axée sur la symétrie et une manière de peindre mimétique et illusionniste à partir de la technique des glacis de la peinture à l'huile. On est passé chez Signac qui conservait la composition axée sur la symétrie de l'œuvre, mais qui remettait en question les thèmes iconographiques en choisissant un paysage peint sur le motif dans la nature et dont le sujet principal était la lumière, et dont la technique plastique, la méthodologie plastique était toute différente avec des juxtapositions de petites touches de couleur. On en arrive à cette œuvre-ci, une œuvre de l'artiste français Jean Gorin, intitulée Composition numéro 47. Comme tout à l'heure, on va reprendre notre fil d'observation objective de l'image. On va commencer par observer l'iconographie. Selon vous, quel pourrait être le sujet principal de cette œuvre? Eh bien, c'est ce qu'on voit en premier, comme chez Orphée tout à l'heure, comme chez Signac aussi. Les premières choses qui marquent notre aspect visuel, c'est l'utilisation de formes géométriques, des formes géométriques de base, comme le carré, le cercle, les rectangles ou encore les lignes droites. Autre élément qui pourrait être le sujet principal de cette image, ce sont les couleurs, et pas n'importe quelle couleur. Bleu, jaune, rouge, les couleurs que nous avions identifiées tout à l'heure comme étant les couleurs primaires, qui par mélange vont donner les couleurs secondaires et qui constituent le spectre de la lumière blanche, cette couleur de l'arc-en-ciel. Tout à l'heure, nous avions dit que la lumière blanche a été constituée de toutes ces couleurs. Si je fais pivoter mon cercle chromatique très vite comme une toupie, visuellement, vous allez avoir l'impression de voir du blanc. Le blanc, c'est donc le mélange visuel, optique de toutes les couleurs. Gorin, il utilise aussi du noir dans sa composition. Le noir, c'est à nouveau le mélange de toutes les couleurs. Rappelez-vous, quand vous étiez plus jeune, que vous faisiez de la gouache, par exemple, et que vous rinciez votre pinceau dans le pot d'eau, ça finissait par donner une couleur un peu brunâtre qui tire presque sur le noir. Le noir, c'est le mélange matière, le mélange physique de toutes les couleurs. Le sujet principal de cette peinture, c'est donc des formes géométriques de base et les couleurs de base. Cet artiste, Jean Gorin, il est héritier d'un autre artiste, Piet Mondrian, un artiste de l'abstraction. En effet, ces artistes abstraits, ils ne cherchent plus à représenter, à figurer des éléments de notre réalité quotidienne comme un portrait, un paysage, un poney, un mouton, mais justement, ils vont utiliser des formes, ici en l'occurrence géométriques, et ces formes géométriques de base et ces couleurs de base vont constituer le seul vocabulaire, l'unique vocabulaire que vont s'autoriser les artistes d'un groupe d'abstraction géométrique, le groupe de Style. Imaginez si vous aviez juste 3 mots pour formuler toutes vos idées, ça deviendrait compliqué. Le fait de choisir de se restreindre à ces formes de base et à ces couleurs de base, c'est une contrainte artistique que se mettent ces artistes. Contrairement à la peinture figurative, où on essaye de reconnaître un personnage, un fruit, un paysage, et qui progressivement, avec la modernité, va se simplifier dans la manière de mettre en forme, où on ne pourra plus spécialement reconnaître clairement de quel fruit ou de quel arbre il s'agit. Ici, ces artistes, ils vont choisir d'utiliser des formes géométriques qui sont universelles, qui font l'unanimité. Un carré, à Liège, à Tombouctou ou à Oslo, ça reste un carré. C'est identifiable de tous. On vient de parler des éléments
qui constituent le sujet, le motif de l'œuvre, l'iconographie, on peut maintenant identifier les éléments qui constituent la composition. Comment l'artiste a-t-il organisé ses formes de base et ses couleurs de base? On va reprendre le principe de la structuration selon un axe de symétrie. Si je trace l'axe de symétrie vertical de mon œuvre, que peut-on constater par rapport à la disposition des formes? J'ai d'un côté un espace qui est fort occupé par mon carré noir, qui occupe visuellement beaucoup de place. Alors que de l'autre côté de mon axe de symétrie, j'ai un espace qui est beaucoup plus vide finalement, qui visuellement attire moins l'attention. Il y a donc une volonté de l'artiste de jouer sur la disposition des formes à partir de cet axe de symétrie. Je trace maintenant l'axe de symétrie horizontale. Que peut-on constater par rapport à la disposition des formes? L'artiste a concentré la majorité des formes dans la partie inférieure de l'œuvre et il les a même placées les unes à côté des autres, un peu comme sur une frise. Ainsi, dans cette structuration de composition, l'artiste il reste finalement fidèle à des normes académiques de l'art autour des axes de symétrie disposés en frise et à l'avant-plan. Par contre, si on parle de la lumière, on constate quelque chose de neuf dans le travail de Jean Gorin. Si on s'approche, on peut constater que Jean Gorin ne réalise pas une peinture en 2 dimensions. Il a réalisé une œuvre qui est constituée de modules de bois assemblés qui créent un relief. Il appelle d'ailleurs ces peintures des reliefs, un peu comme des maquettes d'architecture par exemple. Et ces reliefs, en fonction de l'orientation de la source de lumière, ils vont créer de nouvelles formes impalpables sur l'œuvre. Par exemple ici, on voit notre baguette jaune qui, éclairée par le spot dans le musée en hauteur et face à lui, crée une nouvelle forme, un nouveau rectangle constitué par l'ombre de la baguette. Si je change l'orientation de ma source lumineuse, eh bien mon ombre elle va changer elle aussi. Ainsi, on peut modifier la perception de l'œuvre en fonction de cette orientation lumineuse. Par le choix de ce vocabulaire graphique formel universel, on a parlé du carré, mais on aurait pu dire la même chose du cercle ou des rectangles, mais aussi par cette volonté de transposer le relief, un peu comme les maquettes d'architecture dans son œuvre, Jean Gorin, finalement, il transpose, il rend perméable les frontières entre les disciplines. Et ça, c'est une des caractéristiques de ces mouvements comme l'abstraction géométrique et le groupe de Staël qui se développent au début du XXe siècle et qui finalement veulent travailler dans une forme collective. Et cette forme collective, ça rejoint aussi des théories politiques de l'époque telles que le communisme. Ça va même plus loin et cette fois, on va regarder la manière technologique d'appliquer la peinture sur l'œuvre pour en déduire des éléments en lien avec cette notion politique. On va donc observer maintenant la manière dont l'artiste a appliqué la peinture sur le support de son œuvre. Si on regarde le carré noir et qu'on s'approche, peut-on voir des effets de traces de pinceau ou ces effets de nuances qui permettaient d'obtenir la volumétrie comme dans les premières œuvres ou une juxtaposition de couleurs. On constate que ce carré, il est peint uniformément, sans nuances de noir et sans traces de coups de pinceau. C'est ce qu'on appelle techniquement un aplat de couleurs. Pourquoi l'artiste a-t-il opté pour cet aplat de couleurs? Eh bien parce que ça va nier finalement sa main artistique. Par exemple, chez vous, si vous devez repeindre votre salon ou votre chambre au rouleau, vous allez essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coups de pinceau. Pourquoi? Vous êtes-vous déjà posé la question? Alors vous avez peut-être répondu parce que c'est plus beau. Mais pourquoi considère-t-on que c'est plus beau? Parce qu'on a envie d'avoir un mur qui soit bien net, presque comme si une machine, quelque chose de mécanique, avait peint le mur à notre place, pour ne pas qu'on voit nos coups de pinceau de mauvais peintres de salon. Ici, ça participe un peu du même principe. L'artiste, il veut nier son individualité, son geste artistique en utilisant cette manière de mettre en couleur ses formes. Ça rejoint cette notion de communisme et d'universalité. Ce type d'abstraction
abstraction géométrique héritière du groupe de style, elle est tout à fait évolutive et va même donner lieu à d'autres formes d'abstraction qui arriveront plus tard dans le courant du XXe siècle, et notamment une abstraction que l'on appelle lyrique et qui est tout à fait à l'opposé de cela. Par exemple, dans cette œuvre de Jean de Gotex, il ne s'agit plus de nier le geste artistique de l'artiste et d'être derrière une communauté artistique, une communauté d'idées et une universalité de l'art. Au contraire, l'artiste, il réalise ici une œuvre d'abstraction lyrique, une œuvre d'abstraction gestuelle. Chaque trace, chaque motif sur la toile permet d'identifier le geste que l'artiste a réalisé pour produire cette trace, mais aussi, par exemple, le dynamisme, l'émotion qu'il y a mise, toute une série d'associations d'idées liées à cette gestuelle. Aujourd'hui, on vient de mettre en place une méthodologie pour pouvoir apprendre à voir les œuvres. On a commencé à chaque fois par observer l'iconographie, les motifs qui constituaient le sujet de l'œuvre, en s'attachant aux motifs principaux suivis du décor. Ensuite, on s'est chaque fois posé la question de la composition, de la manière dont ces motifs étaient organisés dans l'espace de la toile. Et nous avons également à chaque fois observer la manière technologique avec laquelle l'artiste appliquait la peinture sur la toile. De tous ces éléments, nous avons à chaque fois lié du contexte pour essayer de comprendre pourquoi une œuvre est comme elle est à un moment donné de l'histoire et de l'histoire de l'art. Si vous avez la motivation, je vous propose aussi de réaliser cet exercice en classe avec cette œuvre de Jean de Gotex.